Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Comment un sophomore peut-il déjà avoir un rôle si important dans une équipe qui joue le titre NBA ? Non mais vraiment, parce que quand on regarde Stephen Castle aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est allé beaucoup trop vite. Rookie de l'année il y a un an, finale NBA aujourd'hui, tout ça avec une progression constante et un rôle qui grandit. Du coup ouais, son parcours peut sembler étonnant au premier regard. Pourtant, plus je me renseigne sur son histoire et plus je me dis que là-dedans, il n'y a pas grand-chose qui est dû au hasard. Cette vidéo, vous vous en doutez, à nouveau, c'est pas le sondage Instagram qui l'a choisi. Avec ce que fait Stephen Castle, en ce moment, j'avais pas envie d'attendre 3 semaines pour parler de lui. Par contre, le prochain gros sujet dépend bien de vous. Je viens de lancer le sondage là-bas avec 6 belles propositions. Donc si vous me suivez pas encore sur Insta, c'est le moment de le faire pour participer au vote. Et tant qu'à faire, abonnez-vous sur cette chaîne aussi parce que ça va être the place to be pendant les finales NBA. Et en parlant de ça, aujourd'hui on va pas juste parler du joueur qui est devenu Stephen Castle, on va remonter plus loin, son père, sa mère, son passage à UConn, tous ces petits trucs qui mis bout à bout expliquent énormément de choses à son sujet. Parce que vous allez voir, Castle n'a pas été élevé dans l'idée de devenir une star à tout prix, il a été programmé pour devenir un vrai joueur de basket intelligent, et ça, quand tu joues avec Wemby, ça vaut très cher. Avant de connaître ce joueur, j'avais quelques doutes à son propos, et j'espère que quand vous serez arrivé à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi pour moi aujourd'hui il est devenu une évidence. Du coup allons-y, installez-vous confortablement, aujourd'hui je vais tout vous dire au sujet de Stephen Castle. Déjà pour commencer, si vous regardez le roster des Spurs, au premier coup d'œil, la hiérarchie paraît évidente. Victor Wembanyama est la superstar, De'Aaron Fox est censé être son lieutenant, et derrière, t'as une génération de jeunes qui poussent. Sauf qu'en regardant ces playoffs, un truc saute aux yeux. Le deuxième joueur le plus important de San Antonio, désolé, c'est Stephen Castle. Un gamin de 21 ans qui tourne à près de 20 points, plus de 5 rebonds et quasiment 7 passes dans les matchs les plus importants de sa vie. Plus de 30 minutes tous les soirs, des responsabilités énormes et même le rôle de meilleur passeur des Spurs sur cette campagne. Honnêtement, c'est épique. Et peut-être que je suis aveugle, mais ça, je l'avais pas vu arriver aussi vite. Il y a un an à peine, Castle était élu rookie de l'année, mais je me disais surtout que sa QV était que peu profonde. Par contre, c'est vrai qu'il était déjà très fort, déjà agressif, déjà capable de défendre dur et d'attaquer le cercle sans avoir peur, mais ça restait une promesse. Aujourd'hui, on parle d'un joueur qui aide une équipe à gagner des séries de playoffs, et ouais, passer du statut de meilleur rookie d'une équipe en construction au statut de pièce centrale d'un finaliste NBA, normalement, ça prend beaucoup plus de temps. Le plus fou, c'est que même avec Fox et Dylan Harper dans l'effectif avec qui il doit partager ses minutes, c'est souvent lui qui donne le ton. Après attention, je dis pas que Fox ne sert plus à rien ou que Harper n'est pas en train de se construire un avenir énorme. La vidéo que j'ai sortie à son sujet il y a encore peu de temps, j'y crois encore très fort. Mais là actuellement, dans ces playoffs, le mec qui donne le plus de garanties derrière Wemby, c'est Castle, point barre. Il crée, il défend, il prend des décisions importantes, il l'assure dans les moments décisifs. Et plus je le regardais récemment, plus je me disais que c'était une anomalie. Sauf qu'au final, quand on s'intéresse un peu à son parcours, on se rend compte que c'est peut-être pas tant le cas que ça. Et c'est justement là que son histoire devient vraiment intéressante. Pour tout comprendre, il faut repartir bien avant les Spurs, même avant UConn, et le meilleur point de départ c'est son père, Stacey. Pas un ancien joueur NBA, pas une légende oubliée, rien de tout ça. Juste un très gros joueur, jeune, qui a cru pendant un moment que la suite allait se faire naturellement, comme beaucoup de gamins très forts trop tôt en fait. Et pendant un moment, honnêtement, il avait de bonnes raisons d'y croire. À Far Rockaway dans le Queens, Stacey est un vrai phénomène local. Les témoignages parlent d'un joueur autour de 25 points comme sophomore, puis près de 34 points comme junior. Toujours titulaire, toujours au centre du jeu, toujours celui qu'on vient voir. Il passe même par Oak Hill Academy, l'une des plus grosses usines à prospects du pays. Donc non, on parle pas d'un père qui réécrit son passé après la réussite de son fils. Stacey, c'était un vrai gros joueur de lycée, assez fort pour décrocher une bourse à Wake Forest en ACC, c'est pas donné à n'importe qui. Et pourtant, subitement, il prend le mur de la réalité en pleine face. Du jour au lendemain, il passe du statut de star à celui de joueur de rotation. À Wake Forest, le jeu ne tourne plus autour de lui, et en 2 saisons, il tourne à peine à 2 points de moyenne par match. En deuxième année, il partage d'ailleurs le vestiaire avec un freshman nommé Tim Duncan. Pas encore la légende des Spurs, mais déjà un joueur spécial. Les deux n'ont pas le même statut, mais en l'observant, Stacey découvre alors le vrai très haut niveau. Il reconnaîtra plus tard que, peut-être par jalousie, il a mal réagi, il s'est senti lésé, disrespecté, il s'est vexé, il pensait un peu trop que son talent lui donnerait des passes droits, et il les a pas eu. Et ça, à mon sens, c'est le détail le plus important de toute son histoire au paternel.
À ce moment-là, il aurait pu rester bloqué sur sa frustration, mais il finit par avancer. Il demande son transfert à UCF, attend une année entière sans jouer à cause des règles NCAA, puis il retrouve un vrai rôle. Meneur titulaire, plus de 11 points, 5 passes, une qualification pour la March Madness. Pas mal, mais c'est pas la carrière qu'il imaginait au départ. N'empêche qu'il repart de là avec une leçon énorme. Trop miser sur ton talent, ça ne t'ouvre aucune porte. Le temps de jeu, le rôle, la carrière, tout ça se mérite. Et plus tard, cette leçon va énormément peser dans l'éducation de Stephen. Parce que ouais, quand Stephen Castle naît, le 1er novembre 2004, Stacey n'est pas juste un père qui rêve de voir son fils réussir. Stacey sait désormais très bien tout ce qui peut faire dérailler une carrière. Stephen, lui, grandit à Covington, en Georgie, avec son grand frère Quentin et sa petite sœur Stacey. Une famille normale, un cadre, des règles, et un père qui voit vite que son fils a quelque chose de spécial. Mais le padré ne veut pas en faire des caisses, il ne veut pas lui vendre du rêve trop tôt. Alors oui, par contre, il décide de prendre en main sa formation basket, mais il le fait pas n'importe comment. Stacey ne cherche pas à faire de son fils juste un scoreur qui fait des highlights, il commence par les bases, le dribble, les appuis, la lecture, la défense, tous ces détails que personne ne voit quand t'as 10 ans, mais qui font la différence quand le niveau monte. Stephen, au début, ne vit pas toujours ça comme une chance. Il râle, il boude parfois, il prend les remarques comme un gamin prend les remarques d'un père un peu trop exigeant, normal, sauf qu'il finit toujours par revenir, il recommence, et petit à petit, il comprend que cette exigence n'est pas juste là pour l'embêter. Et très jeune, le joueur de basket qu'il est aujourd'hui commence à se construire. Le vrai cadeau de Stacey, je pense qu'il est là. Il ne lui apprend pas seulement à jouer, il lui apprend à être coaché. Et quand il devient l'un de ses coachs en AAU, il ne fait pas le papa qui ferme les yeux sur les erreurs de son fils, c'est même l'inverse. Stephen peut se faire reprendre aussi souvent que les autres, parfois même plus sévèrement. Une mauvaise défense, un mauvais choix, un effort moyen, il sera repris. Et sur le moment, forcément, ça devait pas toujours être super agréable. Mais il a tenu, et rien que ça explique déjà un petit peu son caractère et sa maturité actuelle. Dans cette enfance-là, le basket n'est pas encore une affaire de projecteur. Il y a Ja'Kai Newton, son pote de toujours, avec qui il joue, se compare, se pousse, se chambre. Il y a les paniers dans le quartier, les matchs improvisés, les 1 contre 1, les séances qui continuent après l'entraînement. Pas encore les rankings, pas encore la présence des scouts, pas encore les grandes promesses, juste un gamin qui apprend à travailler, à encaisser et à écouter. Avant même d'être connu, Castle a déjà une chose que beaucoup de jeunes prospects n'ont pas toujours, un cadre et de la discipline. Et dans cette histoire, il n'y a pas que son père Stacey qui a joué un rôle. On parle beaucoup de lui, logique, mais Quanette, sa mère, compte énormément également. Stacey travaille le basket, Quanette, elle, fait en sorte que le gamin garde les pieds sur terre. Elle suit tous ses matchs, elle l'encourage, elle l'applaudit, elle est fière de lui. Mais même quand les recruteurs commencent à s'intéresser à son fils, elle refuse de le regarder comme une future célébrité. Parce qu'à cet âge-là, le danger pour Stephen, c'est pas seulement de prendre la grosse tête. Le vrai danger, c'est de quitter la réalité. Quand t'es un gros prospect, les recruteurs te veulent, les médias parlent de toi, les gens autour te répètent que t'es spécial, et petit à petit, tu peux vite croire que tout doit tourner autour de toi. C'est un peu ce qu'a vécu son père. Mais dans la famille Castle, ça ne marche pas comme ça. Stephen peut être l'un des meilleurs joueurs du pays, il reste un fils dans une maison avant tout. Il garde des responsabilités normales, il aide, il participe aux tâches, il fait la vaisselle. Et franchement, ça paraît débile, mais avoir une éducation comme ça dans le sport de haut niveau, plus tard, ça compte. Dan Hurley, son futur coach à OKC, le racontera plus tard. Quand il recrute Castle, il remarque le joueur, bien sûr, mais il remarque aussi ses parents. Il les voit reprendre leur fils quand il fait une erreur. Il ne cherche pas l'excuse de l'arbitre, du coach ou des coéquipiers dès que ça se passe mal. Et pour un coach universitaire, c'est précieux. Le talent, ça compte, mais la mentalité, l'éducation, l'entourage, c'est sûrement encore plus important. Et avec Castle, tout le monde comprenait vite que les bases étaient ultra saines. C'est là qu'on voit la différence entre être soutenu différemment ou alors être mis sur un piédestal par ses parents. Pourtant attention, Quanette n'est pas froide du tout, elle est présente, passionnée, expressive, elle supporte son fils à fond, mais elle garde une limite que beaucoup de familles perdent quand leur gamin commence à devenir très fort. Elle ne l'enferme pas dans une bulle, elle lui montre aussi avec bienveillance bien sûr la réalité de la vie, et Stephen apprend un truc simple mais essentiel, tu peux être excellent au basket, ça ne te place pas au-dessus des autres. Et petit à petit, cette éducation commence à se repérer sur le terrain. Castle ne devient pas une star nationale du jour au lendemain. Il fait son lycée à Newton High School à Covington, chez lui, avec ses repères. Et au début, il a un rôle assez simple. Il suit les étapes une par une. En première année, il sort du banc. Il n'est pas encore le mec à qui on donne tout. Même au lycée, il doit d'abord gagner sa place. Alors il bosse, il montre qu'il mérite, et à partir de là, tout commence à s'enchaîner assez vite. Lors de sa saison sophomore, il devient déjà un joueur majeur pour Newton. Il tourne autour de 14 points, 5 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, avec une équipe qui va jusqu'en quart de finale du tournoi de l'État de Géorgie. Puis l'année suivante, il confirme. Il passe à plus de 16 points, plus de 6 rebonds et plus de 3 passes, tout en étant élu joueur de l'année dans sa région. Là, les recruteurs commencent vraiment à comprendre qu'il n'est pas juste un bon jeune du coin. C'est un joueur complet, grand, puissant, capable de défendre, de créer, de prendre des rebonds et de jouer avec sérénité.
Et ce qui me plaît chez lui, c'est que depuis tout petit, on peut pas vraiment ranger son profil dans une case. Castle mesure autour d'1m98, pour un arrière c'est plutôt bien, il a une vraie taille, il peut attaquer le cercle, encaisser les contacts, mais aussi organiser comme un meneur, voir le jeu au-dessus des petits défenseurs, trouver la passe juste, puis défendre sur plusieurs postes. C'est pas juste le gars qui va faire 14 dribbles pour finir avec un step back contesté, son jeu est plus physique, plus posé, plus sérieux, et même si son tir extérieur reste une vraie question, tout le reste donne déjà envie de se projeter. Forcément, à partir de là, son nom commence à circuler de plus en plus auprès des scouts. Au départ, Stephen est considéré comme une recrue 4 étoiles, un très gros prospect, mais pas encore l'un des visages de sa classe de draft. Sauf qu'après son engagement universitaire, il continue de progresser. Il passe par Team USA U18, gagne la médaille d'or au championnat des Amériques, puis arrive en senior avec des chiffres encore plus impressionnants. 20 points par match, quasiment 10 rebonds, presque 5 passes, 3 interceptions et 2 contres. Pour un arrière, c'est excellent, sa polyvalence fait saliver. Avoir des qualités dans tous les domaines, c'est une force, et c'est ça qui, peu à peu, lui permet de devenir une star nationale. Lors de sa saison senior, on le reclasse même comme une recrue 5 étoiles, et il arrive dans le top 10 des meilleurs prospects du pays, tout poste confondu. À côté de ça, il atteint l'un de ses plus gros objectifs, une sélection au McDonald's American en 2023. Mais le truc intéressant, c'est pas juste les honneurs, c'est la trajectoire. Il commence le lycée en tant que remplaçant, gagne sa place, devient le leader de son équipe, et atteint le statut d'immense prospect. Avant même la fac, on voit déjà un joueur qui veut jouer juste, peser dans tous les domaines, pas juste faire le tour des réseaux sociaux. Et au moment de choisir sa fac, Castle va encore prendre une décision qui en dit beaucoup sur sa personnalité. En novembre 2021, quand il s'engage avec Yukon à la fin de sa deuxième année de lycée, il n'est pas encore la recrue 5 étoiles devant laquelle tout le monde s'agenouille. Il est déjà très fort, déjà courtisé, mais pas considéré comme une future star. N'empêche qu'il reçoit tout de même de belles offres de bourse, Arkansas, Auburn, Georgia, Georgia Tech, Ohio State. Il pouvait rester proche de chez lui, il pouvait aussi choisir un endroit où on lui filerait tout de suite les clés, mais lui, il choisit autre chose. Il choisit Yukon, une face prestigieuse, avec de vrais objectifs, une fac où la philosophie a toujours été de mettre en avant le collectif avant les individus. Le lien avec Connecticut commence aussi par une histoire humaine. Kimani Yang, assistant coach des Huskies, connaît la famille, puisque Stacy avait joué avec lui plus jeune. Ça crée une première confiance, mais Castle ne choisit pas Yukon seulement pour ça. Quand il visite le campus, il accroche direct avec l'ambiance, le staff, la vision du programme. L'équipe universitaire marque d'ailleurs un point fort le jour de sa visite en faisant venir sa grand-mère qu'il n'avait pas vue depuis le début de la pandémie, par surprise. Il sent que le programme comprend aussi d'où il vient, qu'il prend en compte la famille. Et c'est ainsi que direct, il accroche avec le coach, Dan Hurley. Hurley, c'est pas le gars qui va mettre les jeunes prometteurs en lumière et leur dire de prendre tous les tirs. Lui, il est intense, exigeant, parfois très dur, un peu à l'ancienne. Il demande de défendre, de jouer juste, d'accepter le collectif. Sans ça, t'as pas de temps de jeu. Pour Castle, quelque part, ça ressemble presque à tout ce qu'il a connu plus jeune. Toute sa vie, on lui a appris que le confort pouvait être un piège. Donc il ne prend pas le chemin le plus simple, il prend celui qui va le faire mûrir dans les meilleures conditions possibles. Et le plus intéressant, c'est que le moment où il a tranché définitivement a eu lieu très tôt dans sa carrière de lycéen. Castle ne fait pas durer le feuilleton pendant des mois pour faire monter la hype. Comme on l'a dit, il prend sa décision alors qu'il lui reste encore 2 années de high school. Il devient même le premier engagement du Yukon dans la classe 2023. Et ensuite, quand son statut grimpe, il ne relance pas tout le process comme l'ont déjà fait certains pour essayer de trouver encore mieux. Non, il reste là, il tient ses engagements. Ça aussi, ça dit pas mal de choses sur sa mentalité. Et l'anecdote qui résume le mieux tout ça, je trouve qu'elle est plutôt cool. Une nuit, vers 2h du matin, Castle prend sa décision. Pas de grande mise en scène, pas de caméra, pas de casquette posée sur une table avec 3 facs différentes pour entretenir le suspense. Il réveille juste ses parents et leur dit que c'est bon, ce sera Yukon, il est sûr de lui. Dès le lendemain, il appellera Dan Hurley pour officialiser. J'adore l'ambiance de cette scène parce qu'elle est toute simple, naturelle, pas besoin d'en faire trop. Castle est juste un gamin qui sait où il veut aller. Et quand il fait ses débuts avec Yukon, il sait très bien que son statut de recrue 5 étoiles ne veut plus rien dire maintenant. Yukon vient de gagner le titre national, le programme a perdu de gros joueurs, oui, mais il est toujours ambitieux. Tristan Newton mène le jeu, Cam Spencer arrive pour apporter son tir, Alex Caraban connaît déjà le système, Donovan Clingan prend de plus en plus de place à l'intérieur, et Castle vient compléter le 5. Oui, il arrive comme un énorme prospect, un futur lottery pick potentiel, mais dans une équipe qui a besoin de tout, sauf qu'ils prennent 20 tirs par soir. Déjà, ça casse un peu le schéma classique qu'on retrouve bien souvent chez les prospects les plus talentueux. Parce que généralement, quand un jeune joueur de ce niveau arrive à la fac, l'objectif est assez clair, montrer son arsenal, faire des stats, être dans la lumière, tout ça pour faire exploser sa cote avant la draft. Castle, lui, commence fort avec 12 points, 5 rebonds et 2 passes pour son premier match, puis 17 points, 8 rebonds et 5 passes contre Stone Hill. Mais très vite, il se blesse au genou droit et manque environ 1 mois de compétition. Par contre, quand il revient pas en mode « rendez-moi mon statut », non. Comme d'habitude, il taffe, il accepte le cadre, il fait en sorte de montrer qu'il les mérite, ces minutes. Et c'est autour de tout ça que son année de fac devient vraiment fascinante.
Ses stats ne font pas forcément rêver, autour de 11 points, 5 rebonds, 3 passes et moins de 27% à 3 points. Le tir, clairement, c'est une vraie faille dans son jeu, mais tout le reste est déjà là. Il défend fort, il joue sans ballon, il organise le jeu, il prend des rebonds, il attaque les intervalles, il met de la pression physique, c'est fou. Hurley ne lui demande pas d'être un héros, il lui demande d'être utile dans tous les domaines, et Castle accepte la mission sans jamais s'en plaindre. Franchement, pour un prospect de ce calibre, une telle humilité, une telle maturité, c'est pas si courant. Et peu à peu, son impact se remarque dans le travail de l'ombre. Pas celui de toi qui fait une star sur TikTok, mais celui qui te permet de gagner des matchs. Défensivement, il devient l'un des meilleurs extérieurs du pays, il prend des match-ups compliqués, utilise son corps, passe devant les écrans, reste discipliné même loin du ballon, et avec Donovan Clingan derrière lui pour protéger le cercle, Yukon possède une base défensive vraiment violente. Clingan verrouille l'accès au panier dans la peinture, Castle s'occupe du premier rideau. Dans les stats, c'est pas quelque chose qu'on remarque toujours, mais pour les adversaires, c'est un enfer. Et les coachs, eux, en bons spécialistes qui font, voient obligatoirement ce genre de choses. Hurley adore le caractère de Castle, il parle d'un joueur dur, d'un compétiteur, d'un gars qu'il faut presque virer de la salle d'entraînement tard le soir pour qu'il aille se reposer. Et son année NCAA le confirme, Big East Freshman of the Year à l'unanimité, 11 fois Freshman of the Week et le meilleur bilan de la conférence. Donc non, Castle n'a pas été invisible, il a juste brillé autrement que par le scoring. Les noobs ne le regardent pas, mais les puristes n'ont Dieu que pour lui. Il n'a pas fait la saison classique du gamin qui prend 22 tirs par match dans une équipe moyenne. Non, il a fait la saison du mec qui fait tout pour la gagne et qui apprend à jouer avec d'autres très bons joueurs. Et puis arrive enfin la March Madness, le déclic pour Castle, le vrai. Le moment où Stephen passe de très bons freshmen dans une excellente équipe au statut de joueur que toute la planète découvre. Pourtant, Connecticut arrive avec une pression énorme. Les Huskies sont champions en titre et veulent faire le back-to-back, un accomplissement qu'on n'avait plus vu depuis plus de 20 ans en NCAA. Et dans le tournoi, Yukon assume son statut, c'est un massacre. Stetson, Northwestern, San Diego State, Illinois, Alabama, Purdue, tout le monde tombe avec au moins 13 points d'écart. Castle ne vit pas juste un conte de fées au sein d'une équipe Cinderella, il est un rouage primordial dans une machine plus que bien huilée. Au début de ce tournoi, il force rien, il accomplit ses missions, il reste dans son rôle. Contre Stetson, il compile 14 points, 5 rebonds et 4 passes. Contre Northwestern, il score moins, mais Yukon contrôle la rencontre. Contre San Diego State, il sort un match très complet, 16 points et 11 rebonds. Pour un arrière, c'est une performance rare. Et contre Illinois, il défend comme un mort de faim, participant largement à ce run hallucinant de 30-0 pendant la rencontre. Castle n'a pas besoin de forcer son talent, il sait que ce serait une erreur, alors il reste dans le collectif, il fait sa part. Et puis arrive le Final Four, le plus grand moment de la finale universitaire, celui qui est suivi par des millions et des millions de personnes. La salle est immense, tout le pays regarde. En demi-finale, une équipe d'Alabama qui joue vite, qui bombarde de loin, qui peut te mettre très en danger si tu la laisses installer son rythme. Et là, Castle démarre comme un patron. Il marque 8 des 10 premiers points de sa team, plante 13 points en première mi-temps, rentre 2 tirs à 3 points plein de culot et donne immédiatement le ton. Il termine avec 21 points, termine meilleur marqueur des Huskies et égalise son record en carrière. Et le plus fort, c'est qu'il le fait sans même jouer la fin du match, gêné par les fautes. Là, les recruteurs n'ont même plus besoin de se projeter. Ils voient un futur très grand joueur prendre feu au meilleur moment, là tout de suite, sous leurs yeux. Toute l'année, Castle a accepté de ne pas être la star offensive, et le soir où Yukon a besoin qu'il score, il le fait, sans paniquer, sans surjouer. Pour un freshman de 19 ans, c'est fort. Beaucoup de jeunes joueurs ont besoin que tout soit construit autour d'eux pour être bon. Lui montre qu'il est capable d'assumer un nouveau rôle dans le plus grand match de sa vie. Pour les GM NBA, le message est simple, le gamin sait comment gagner des matchs, il peut s'intégrer dans n'importe quel collectif. Mais la mission n'est pas terminée, il reste encore Purdue à battre en finale, l'équipe du grand pivot Zach Edey, qui, quelques semaines plus tard, sera choisi en numéro 9 de la draft. Et là, il n'y a pas match, c'est limite une promenade de santé. Dans cette finale, Yukon s'impose 75-60 et devient la première équipe depuis Florida à faire le back-to-back. Castle, ce soir-là, cumule 15 points, 5 rebonds et 3 passes. En face, Zach Edey met 37 points, mais les Huskies étouffent complètement ses coéquipiers. Et Castle, encore une fois, a un rôle primordial dans ce plan, en étant hyper physique, sérieux, attentif. Il n'est pas élu meilleur joueur de la finale, car ce trophée revient logiquement à Tristan Newton, son coéquipier. Mais il est élu dans la All-Tournament Team du Final Four, et ça, c'est pas rien déjà. À ce moment-là, son profil devient évident, il est peut-être l'un des joueurs les plus près de sa classe de draft. Et forcément, après ce tournoi, quand San Antonio le sélectionne en 4, en 2024, c'est un choix qui a énormément de sens. Sur le moment, c'est pas forcément le pick le plus sexy de la soirée. Castle n'est pas le shooter le plus fiable, pas le créateur le plus spectaculaire, pas le joueur qui donne envie de monter une mixtape de 12 minutes rien que pour lui. Mais pour les Spurs, le profil est presque évident. Taille, défense, sérieux, lecture, polyvalence, capacité à jouer sans réclamer le ballon. San Antonio s'en fout de son poste. Ce qui est important, c'est son rôle. Puis il y a quand même un clin d'œil assez cool dans cette histoire. Rappelez-vous que je vous avais dit que Stacey Castle, le papa, avait passé du temps à Wake Forest dans le même vestiaire que Tim Duncan.
Et 30 ans plus tard, son fils arrive dans la franchise dans laquelle Duncan est devenu une légende, pile au moment où les Spurs essayent de construire une nouvelle ère autour de Wembanyama. Bon, on va pas faire genre que les dieux du basket avaient tout prévu depuis 1995, mais la boucle est quand même belle, et surtout, le fit est logique. Wemby attire tellement d'attention qu'il ouvre des espaces énormes. Castle, lui, peut attaquer ces espaces, défendre fort, pousser le tempo, couper, passer, prendre des rebonds, mettre son corps dans la raquette. Ça, à côté de Victor, c'est exactement le genre de profil de joueur que tu veux. Quand tu joues avec Wemby, t'as pas besoin de prendre 25 tirs pour être utile. Tu dois rendre le jeu plus simple, plus fluide, plus solide. Castle peut lancer une action, mais il peut aussi exister sans monopoliser la gonfle. Il peut défendre la première ligne, pendant que Victor, derrière, lui, nettoie le cercle. Il peut mettre de la pression vers le panier, puis trouver Wembanyama quand la défense commence à paniquer. Et même son plus gros point faible, le tir extérieur, devient moins pénalisant dans un environnement où Victor attire les défenses comme un aimant. Et tout de suite, je pense, juste après la draft, Wemby a compris à quel point ce genre de joueur pourrait l'aider. Juste après la cérémonie, Victor appelle Castle en FaceTime pour lui dire qu'il est heureux du choix des Spurs et qu'il a hâte de bosser avec lui. Ce détail montre que le pick n'est pas juste une décision du front office, le visage de la franchise valide aussi l'idée, et derrière, Castle confirme. En tant que rookie, il joue quasiment toute la saison, tourne autour de 15 points, 4 passes et 4 rebonds, il amène de l'agressivité, de la défense, de la création, et il finit rookie de l'année. Est-ce que c'est bon pour vous? Et en plus de ça, l'environnement de San Antonio va encore l'aider à accélérer. Avec Chris Paul autour de lui, Castle apprend auprès de l'un des meilleurs cerveaux du jeu de ces dernières années. Le tempo, les angles de passe, la gestion des fins de match. Pour un jeune arrière physique, c'est une école énorme. Et même quand les Spurs ajoutent ensuite Dylan Harper lors de la draft 2025, son rôle ne disparaît pas, parce que Castle n'est pas enfermé dans une seule case. Il peut jouer avec Fox, Harper, Wemby, défendre plusieurs profils, créer un peu, finir les actions. Sa saison sophomore le confirme, plus de responsabilités, plus de passes, plus de poids dans le jeu des Spurs. Au final, c'est peut-être grâce à tout ça qu'il colle autant à l'ADN de San Antonio aujourd'hui. Castle ne donne pas l'impression de jouer pour prouver à tout le monde qu'il est une star, il joue pour que l'équipe tourne, et sans vouloir en faire trop sur la culture de la maison Spurs, ça y correspond de fou quand même. Depuis sa plus tendre enfance, il a appris à jouer au basket sans que tout passe par lui. À Yukon, c'était déjà sa force, à San Antonio, ça devient son rôle. Il n'est pas toujours celui qu'on regarde en premier, mais quand tu essayes de comprendre pourquoi l'équipe gagne, t'es obligé de donner au moins un peu de crédit à Castle. Du coup, si on revient au présent, le level actuel de Stephen paraît finalement peut-être beaucoup moins absurde que l'impression que ça donnait en début de vidéo. Attention, il reste jeune, il va encore perdre des ballons, avoir des soirs où son tir sera moins propre, découvrir des trucs, parce qu'à 21 ans, personne n'est un produit fini. Mais aujourd'hui, il ne joue pas comme un joueur qui cherche encore son identité, il sait déjà comment peser, il peut accepter son rôle, puis prendre plus de place quand son équipe a besoin de lui. Alors maintenant, là, avec toute son histoire, j'espère que vous avez mieux compris d'où ça vient. Son père lui a transmis les leçons d'un joueur qui avait cru que le talent suffisait, sa mère l'a gardé dans la vraie vie, avec des règles, des responsabilités, et des vérités pas toujours agréables à entendre. Dan Hurley l'a mis dans un cadre où il fallait défendre, écouter, s'adapter, gagner sans forcément avoir les plus grosses stats. Et Castle surtout a accepté tout ça, c'est ça le truc. Les bons conseils, beaucoup de joueurs en reçoivent, encore faut-il les écouter et les prendre en compte. Au final, je pense que c'est peut-être ça le plus fort dans son parcours. Et au moment où je vous parle, Stephen Castle vient tout juste de découvrir les finales NBA. Les Spurs ont perdu leur premier match face aux Knicks, et honnêtement, tout n'a pas été parfait. Il y a eu quelques maladresses, quelques décisions un peu précipitées, des séquences où on sent encore le joueur de 21 ans qui découvre le plus grand rendez-vous de sa vie. Mais malgré ça, il ne s'est jamais caché, il n'a pas donné l'impression d'être dépassé par l'événement. Beaucoup de jeunes joueurs arrivent en finale NBA et jouent avec le frein à main. Lui a joué avec ses qualités, ses défauts, mais sans peur, et c'est ça que je retiens. Quelque part, après tout ce qu'on vient de raconter pendant cette vidéo, c'est presque logique, et mon petit doigt me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui pendant cette finale. Plus j'y réfléchis, et plus je trouve son parcours inspirant. Alors maintenant, j'ai envie d'avoir votre avis. Selon vous, est-ce que Castle va encore surprendre, progresser, et pourquoi pas devenir All-Star sur la durée, ou alors vous pensez qu'il a déjà tout donné, ou presque? Dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude, vous le savez, votre vision m'intéresse. Ensuite, pareil, vous connaissez, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster, s'il vous plaît, ça aide énormément à la pousser dans l'algorithme. Enfin, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que vous allez voir, dans les semaines à venir, on a encore plein de choses à étudier ensemble sur Castle et sur les finales NBA. Merci pour votre écoute, la team, prenez soin de vous, et nous, on se retrouve directement juste en dessous dans la section commentaires.